La grande histoire de la Seconde Guerre mondiale. Épisode 2. La drôle de guerre. À l'automne 1939, la tranquillité relative dont l'Europe profitait depuis la fin de la Première Guerre mondiale se termina brutalement lorsque le maître de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, ordonna l'invasion de la Pologne le 1er septembre. Un énorme chaos s'ensuivit, les chars traversant la frontière, écrasant tout ce qui se dressait sur leur passage, tandis que les bombes pleuvaient du ciel, ravageant les villes, terrorisant tous ceux qui tentaient de fuir sous ce déluge de fer. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent tués lors de cette attaque sans merci. Et bien que nombreux furent ceux qui combattirent courageusement pour défendre la capitale, Varsovie, le 17 septembre, alors que les armées soviétiques alliées des Allemands commençaient à envahir le pays par les frontières nord de la République polonaise, l'issue de la bataille était claire. La Pologne attendait en vain l'aide que l'Angleterre et la France avaient promise. Elle ne pouvait retarder plus longtemps l'inévitable occupation de son sol. Et le 6 octobre, alors que les nazis investissaient Varsovie, les Polonais ne pouvaient que se préparer à affronter leur peur. L'invasion de la République polonaise fut un événement qui changea la face du monde. L'Allemagne, une nation rendue amère par la pauvreté et la disgrâce consécutive à sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, était maintenant capable de s'emparer d'un territoire qu'elle considérait lui revenir de plein droit. L'ère glorieuse des empires français et britanniques touchait à sa fin, et tandis qu'Hitler lançait ses armées à travers l'Europe, il devenait évident que la puissance dévastatrice du Troisième Reich était en train d'ouvrir un nouveau chapitre ô combien effrayant de l'histoire du monde. Pendant que l'armée rouge et la Wehrmacht déferlaient sur l'Europe, il fallut un certain temps pour que les Alliés parviennent à affronter efficacement l'avancée inexorable de l'envahisseur. Et les mois de janvier à mars 1940 n'allaient être marqués que par de prudents mouvements et de timides manœuvres. Bien que cette période de la Seconde Guerre mondiale soit généralement surnommée la drôle de guerre, les nuages s'amoncelaient sur mer, à terre et dans le domaine politique. Les hostilités entre les nations européennes ne pouvaient que connaître une escalade. Face à la terreur en Pologne occupée et aux combats acharnés en Finlande, aux combats en haute mer et aux tensions croissantes aux frontières, tout concordait pour laisser deviner comment les premières lignes de front se dessineraient dans un conflit qui allait s'avérer le plus dévastateur de toute l'histoire de l'humanité.
Adolf Hitler pensait que pour que sa patrie sorte de l'abîme économique où elle était plongée, un conflit terrible et violent était absolument nécessaire. Selon le Führer, depuis la Révolution française, le monde avançait doucement vers une confrontation massive. Et il était du devoir de l'Allemagne de sécuriser sa propre existence par tous les moyens possibles. Il promit aux Allemands une meilleure économie, le retour des territoires perdus après la Première Guerre mondiale et le rachat de l'humiliation que le pays avait subie lors de la signature du traité de Versailles. Hitler avait également des griefs plus personnels et en premier lieu une haine profonde des Juifs et des communistes. L'alliance contre nature avec les Soviétiques, alors qu'il envahissait la Pologne, montrait qu'il arrivait à tolérer le communisme pour le moment, tout en mettant en place ses plans pour l'extermination de la race juive. Hitler était prêt à entamer la revanche et à montrer au monde que toute tentative de le raisonner par voie diplomatique était vaine. Les événements qui ont mené à la déclaration de la guerre ont démontré qu'Hitler n'était pas un homme de confiance. Avec une machine de guerre qui semblait invincible, déferlant sur les pays que les nazis revendiquaient comme leur étant dû, toute nation qui viendrait se mettre sur leur chemin était destinée à être écrasée. L'étoile d'Hitler était toujours aussi brillante. La Tchécoslovaquie avait été occupée sans coup férir. L'Autriche avait été forcée de s'unir à l'Allemagne. Et alors que les années 30 s'achevaient, la Pologne était la troisième nation à voir les soldats nazis franchir ses frontières. Ayant signé un accord avec la Pologne, l'Angleterre, alliée à la France, n'avait d'autre choix que d'entrer en guerre contre le Troisième Reich. Mais la manière de contrer la suprématie des troupes d'Hitler n'était pas encore au point. Alors que les Alliés regardaient les événements se dérouler sans intervenir, le mois de janvier 1940 marquait le début d'une année bien incertaine. Rien n'avait été tenté pour faire face aux invasions nazies et soviétiques. Tandis que la guerre faisait rage en Pologne, il y avait peu de raisons de fêter joyeusement la nouvelle année. De plus, après la terreur de l'attaque initiale, l'occupation allemande se révélait encore plus terrible. Hitler n'avait aucun respect pour les Polonais, qu'il considérait à peine mieux que des sous-hommes. Et il était évident que c'était le pays tout entier qu'il désirait. Depuis le début, Hitler s'était engagé à créer plus d'espace pour les civils allemands. Il avait donc prévu de débarrasser la Pologne de ses habitants, ne permettant qu'à une poignée d'entre eux de survivre pour travailler comme esclaves. La crise dans laquelle était plongée la Pologne était simplement dramatique. En janvier, les Allemands commencèrent à tracer les plans de camps similaires à ceux qui existaient en Allemagne et qui devaient être construits sur le territoire polonais. Le plus connu d'entre eux était situé en bordure du petit village d'Auschwitz. Et jusqu'à aujourd'hui, ce simple nom résume toutes les horreurs de la Seconde Guerre mondiale. De nombreux Polonais y furent systématiquement envoyés pour y être tués, ainsi que d'innombrables hommes, femmes et enfants juifs, car les persécutions envers les Juifs ne faisaient que croître. Mais ces prototypes de camps de concentration n'étaient que les premiers des plans d'Hitler contre la nation polonaise. Il voulait que toute trace de la culture polonaise soit effacée. Les universités furent fermées ou détruites, et les professeurs, les instituteurs et les intellectuels arrêtés et exécutés. Les adolescents, garçons comme filles, étaient envoyés en Allemagne pour travailler dans les usines, tandis que les enfants blonds aux yeux bleus et possédant d'autres traits aryens étaient arrachés des bras de leurs parents
pour être élevés comme des Allemands, afin de devenir les enfants du Troisième Reich. Il ne faisait aucun doute que l'attaque déclenchée par Hitler contre la Pologne était une guerre d'anéantissement total. À la fin du conflit en 1945, près d'un cinquième des Polonais auront été tués. C'est le taux de victimes le plus élevé de tous les pays impliqués dans le conflit. 3 millions des Polonais qui furent tués étaient juifs. Alors que les forces nazies se concentraient plus à l'ouest, les événements en Pologne prirent un tour encore plus dramatique. Car les nazis ne furent pas les seuls à persécuter les Polonais. L'ouest de la Pologne étant sous le joug de l'occupation allemande, à l'est, ses citoyens devaient faire face à la menace de l'invasion russe. À la différence des combats précédents, l'armée rouge ne rencontra initialement qu'une très faible résistance, conséquence de l'efficacité de la propagande pro-soviétique des Ukrainiens, des Biélorusses et des communistes du pays. Ceux-ci étaient convaincus que les Soviétiques étaient là pour leur bien, et ils accueillirent les envahisseurs à bras ouverts. Dans la confusion, beaucoup de Polonais crurent que les soldats russes venaient pour combattre les nazis, mais rapidement il devint plus évident qu'en dépit de leurs différences, les Allemands et les Soviétiques œuvraient de concert. Les Polonais allaient souffrir autant des mains russes que des mains allemandes. En août 1939, l'Union soviétique avait signé un pacte de non-agression avec Hitler qui assurait qu'en cas de conflit, les Russes resteraient en bons termes avec les nazis. Mais il existait un protocole secret qui ne sera découvert qu'après la fin de la guerre, qui révélait que Staline et Hitler avaient fait des plans pour se répartir l'Europe de l'Est et se partager le butin. En compensation de l'aide de Staline pour la conquête de la Pologne, Hitler laissait les autres pays de l'Est aux Soviétiques. Les Russes étaient autorisés à occuper l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sans opposition de la part de l'Allemagne, tout en s'emparant de territoires en Finlande. Dans le même temps, Hitler poussait vers l'ouest pour s'emparer des ressources naturelles indispensables à la survie du Troisième Reich. Sur le plan militaire, les relations entre les Soviétiques et les Allemands paraissaient particulièrement bénéfiques, mais en réalité, sous les sourires de façade, cette alliance était fragile, les idéologies politiques étant radicalement opposées. Il s'agissait d'un arrangement contre nature. De son côté, Staline établissait une zone tampon entre son pays et l'Occident en installant ses troupes dans les ports autour des petits pays baltes, qui ne tardèrent pas à s'effondrer sous la pression soviétique. Au début du mois d'octobre 1939, Staline commença à faire des offres à la Finlande. Il voulait sécuriser les zones proches de Leningrad, les îles du golfe de Finlande et l'accès à la base navale de Hang, et en échange, il offrait aux Finlandais des morceaux de territoire soviétique le long de leur frontière orientale. Les Finlandais furent loin d'être convaincus. Les Finlandais et les Soviétiques partageaient une histoire commune longue et compliquée. Jusqu'au début du XIXe siècle, la Finlande faisait partie de la Suède, jusqu'à ce que le tsar Alexandre Ier fasse traverser la Baltique gelée à ses troupes pour qu'elles affrontent les Finlandais en 1808. Un an plus tard, la Suède perdait le tiers oriental de son territoire, où s'établit le Grand-Duché de Finlande, faisant partie de l'Empire russe. Il n'y eut que peu de changements pendant presque un siècle, jusqu'à ce que les nouvelles idées révolutionnaires s'inscrivent dans les consciences de millions de travailleurs russes et que les frontières de l'Empire commencent à trembler.
Des millions de soldats russes mourant sur les champs de bataille de la Grande Guerre et de terribles pénuries alimentaires se faisant sentir à l'arrière du front, la révolution finit par éclater dans le pays en 1917. Rapidement, l'armée rouge, championne de la cause bolchevique, marcha dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et il ne fallut pas bien longtemps pour que le régime des tsars et son puissant empire ne s'effondrent, plongeant le pays dans une sanglante guerre civile. L'onde de choc résonna dans tout le pays et affecta toutes les nations faisant partie de l'Empire. Tandis qu'en Russie, l'armée rouge et le communisme l'emportaient, lorsque la guerre toucha la Finlande, l'armée blanche qui soutenait la monarchie fut victorieuse. Lénine reprit les rênes du pouvoir de l'Union soviétique, émergeant des cendres de l'ancien régime. La Finlande devint un État indépendant et se libéra ainsi du joug de l'ancien régime russe. Il ne faisait aucun doute que les Soviétiques étaient toujours de dangereux adversaires, juste de l'autre côté de la frontière est de la Finlande. L'homme qui mena l'armée blanche de Finlande à la victoire, le baron Carl Gustav Emil Mannerheim, voulait même marcher jusqu'à Saint-Pétersbourg pour repousser les bolcheviks. Mais finalement, les Finlandais se contentèrent de construire d'importantes fortifications à proximité de la frontière soviétique, le long de ce qu'en hommage au baron, on appela la ligne Mannerheim. Celle-ci s'avéra vitale dans la défense de la Finlande quand la Seconde Guerre mondiale prit de l'ampleur. À la fin du mois de novembre 1939, les négociations entre la Finlande et l'Union soviétique s'éternisant, l'impatience de Staline arriva à son paroxysme et l'armée rouge reçut l'ordre d'attaquer. Le baron Mannerheim fut une fois de plus appelé à prendre le commandement, cette fois contre le général soviétique Meretsov, lequel avait promis à ses hommes qu'il serait à Helsinki, la capitale de la Finlande, en moins de 10 jours. Mais alors que les généraux soviétiques finalisaient leurs plans et travaillaient à leur stratégie, ils ne pouvaient s'imaginer à quel point les combats contre les Finlandais allaient s'avérer difficiles. Sans tenue d'hiver et sans provisions pour une longue campagne, les troupes soviétiques marchèrent vers la ligne Mannerheim. Le second hiver le plus froid du siècle sévissait sur le nord de l'Europe. Bien que beaucoup moins nombreux que les Russes et mal équipés, les Finlandais étaient en revanche bien entraînés aux opérations hivernales. Ils réussirent à garder la main sur les opérations. Portant des tenues de camouflage adaptées et évoluant sur leur terrain enneigé, à ski, les troupes finlandaises disposaient d'un sérieux avantage et les pertes soviétiques s'en ressentirent. Courant janvier, l'une des plus fameuses batailles de la guerre de l'hiver, la bataille de Suomussalm, touchait à sa fin. Venant du nord et du sud, 2 divisions russes avaient prévu de se rejoindre au village de Suomussalm avant de foncer vers l'ouest, vers la ville de Oulu, et de couper ainsi le pays en 2. Mesurant le danger de voir les Russes attaquer sur 2 fronts, les Finlandais résistèrent avec détermination. Les troupes à ski effectuèrent des manœuvres d'encerclement et parvinrent à isoler par surprise des unités de l'arrière-garde et du milieu de la division venant du nord. De surcroît, au sud, les lacs gelés constituèrent de véritables pièges mortels. Lorsqu'ils les traversaient, les Soviétiques, avec leurs uniformes sombres, étaient des cibles très visibles, et les troupes de la Home Guard finlandaise, qui comptaient de nombreux tireurs d'élite, les mirent hors de combat un par un. Simo Häyhä fut le tireur d'élite le plus efficace de l'histoire de cette guerre, avec plus de 500 victimes à son actif. Les Finlandais, manquant d'armes anti-chars sophistiquées, improvisèrent des bombes à essence, selon le principe du cocktail Molotov, d'après le nom d'un ministre des Affaires étrangères russe. Elles s'avérèrent très efficaces puisqu'elles permirent de détruire presque 2000 chars pendant ce conflit. Face à une si rude opposition, l'armée rouge fut forcée de battre en retraite
restant ainsi une proie facile pour les troupes finlandaises à ski. Souffrant des basses températures, les troupes russes se trouvèrent divisées en groupes isolés. Quand ils se rassemblaient autour de feux pour se réchauffer, ils étaient encerclés et éliminés. Les forêts enneigées, les lacs et les routes de Finlande furent littéralement jonchés de corps de soldats russes gelés. Le 8 janvier, la défaite des Russes au cours de la bataille de Suomussalm était consommée. La Finlande n'avait pas seulement remporté une victoire décisive, mais avait également réussi à s'emparer des chars et des munitions que les Russes avaient abandonnés. Cependant, ce n'était qu'une bataille dans le déroulement d'une guerre violente. Les Finlandais n'allaient pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps sans l'assistance des Alliés. En Angleterre et en France, l'émotion était à son comble pour ces courageux Finlandais. Et même aux USA, pourtant attachés à leur neutralité, nombreux étaient ceux qui les soutenaient et désiraient leur apporter de l'aide. Une poignée de volontaires partis même combattre à leur côté. Tandis que la guerre d'hiver continuait, Hitler craignait de voir les Alliés venir à l'aide des Finlandais et redoutait que des soldats anglais et français s'aventurent aussi près des zones de combat. La Finlande était un peu trop proche de la Suède et de la Norvège, pays neutres mais qui étaient d'une importance vitale pour la machine de guerre nazie en raison de leurs mines de fer. Si les Alliés décidaient d'envoyer des troupes en Finlande, ils n'auraient aucune difficulté ensuite à traverser ces deux pays et à bloquer les ports, portant un coup terrible à l'économie du Troisième Reich. Afin d'empêcher les Alliés de poser un tel problème au Reich, le général allemand Gerd von Rundstedt pressa le Führer de commencer les préparatifs pour s'emparer de bases stratégiques en Scandinavie avant que les Anglais et les Français ne le fassent. Cependant, le gouvernement britannique était toujours réticent à entrer en action, préférant s'en tenir à une position plus défensive. Seule la voix de Winston Churchill, premier lord de l'amirauté, continuait d'alerter l'opinion publique sur les intentions d'Hitler, louant la bravoure des troupes finlandaises et exhortant les politiques à envoyer des renforts aussi vite que possible. Il reprochait à la Norvège et à la Suède de rester neutres en une formule choc. Celui qui espère que l'autre nourrira suffisamment le crocodile finira de toute façon par se faire dévorer. Mais le Premier ministre Neville Chamberlain, qui avait tant œuvré pour maintenir l'Europe en paix jusqu'au déclenchement de la guerre, poursuivait obstinément sa politique d'apaisement, alors même qu'Hitler marchait sur la Pologne. Il hésitait encore à intervenir, estimant que ce serait un acte hostile non seulement contre l'Allemagne nazie, mais surtout contre l'Union soviétique. Or, les Alliés ne disposaient pas de la puissance militaire suffisante pour les affronter tous les deux de concert. Depuis l'invasion de la Pologne, les Anglais se préparaient à la guerre, accélérant leur production militaire et augmentant le nombre de soldats par la conscription. Mais les Allemands avaient bénéficié de plusieurs années pour construire leur puissance militaire, et ils se trouvaient de fait dans une situation bien supérieure. Plus les Anglais auraient de temps pour renforcer leur armée, leur marine et leur aviation, plus ils auraient de chances de survivre à une longue guerre. Des exercices militaires et des entraînements furent organisés pour s'assurer que tous les soldats seraient au mieux de leur forme physique, qu'ils pourraient être envoyés au combat et seraient aptes à défendre le sol de l'Angleterre. De nombreux soldats alliés venant des Dominions arrivaient en Angleterre. Des soldats australiens, néo-zélandais et canadiens arrivaient par bateau pour prendre les armes et combattre avec les Alliés. En plus des préparatifs de guerre, des dispositions étaient prises pour faire face à un éventuel bombardement sur le sol anglais. Des masques à gaz furent distribués pour répondre à la peur des attaques au gaz, comme celles qui eurent lieu pendant la Première Guerre mondiale.
Des projecteurs furent installés autour des principales villes pour cerner les avions ennemis et le blackout nocturne s'imposa au mode de vie britannique. Après les dommages causés par les raids de Zeppelin pendant la Première Guerre mondiale, d'importants efforts furent consentis pour protéger les trésors nationaux anglais. Des sacs de sable furent utilisés pour protéger les immeubles les plus importants. On démonta les vitraux des églises et on décrocha les peintures de la National Gallery. Les manuscrits inestimables du British Museum furent stockés dans des abris à l'épreuve des bombes. Il fallait aussi prendre en compte la population civile. De nombreux enfants avaient été évacués des villes anglaises en direction des campagnes. Mais en janvier 1940, sans signe d'une menace imminente, les enfants revinrent chez eux. On pouvait se poser la question de savoir si une vraie guerre aurait un jour lieu contre Hitler et le nazisme. Bien qu'il n'y ait pas eu de combat direct, les Britanniques commençaient à sentir les effets de la guerre en Europe. La Grande-Bretagne importait 55 millions de tonnes de nourriture chaque année. Et le gouvernement allemand pensait que s'il était possible de couper ces lignes d'approvisionnement, le pays serait vite mis à genoux. Les sous-marins allemands et les navires de combat attaquaient donc les navires marchands anglais depuis l'automne 1939. Et même avec le principe de navigation en convoi, il y avait de lourdes pertes. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erste Torpedo fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Des centaines de marins anglais durent évacuer leurs navires en train de couler pendant ces premiers mois de guerre, et ceux qui ne le pouvaient pas furent faits prisonniers. Cet affrontement allait devenir la campagne militaire la plus longue de la Seconde Guerre mondiale, et Churchill la baptisa la bataille de l'Atlantique. Les stocks de nourriture s'amenuisaient. Le gouvernement décida d'un rationnement qui fut décrété dans les premières semaines de janvier 1940. Chacun était muni d'un livret de rationnement. Les queues se formaient à l'entrée des magasins. Les gens attendaient patiemment leur tour pour recevoir leur ration de beurre, de bacon ou de sucre, pesée avec précaution. Les mois suivants, de plus en plus de produits furent rationnés, car les réserves fondaient, et les importations avaient diminué des 3/4 des quantités normales. Ce n'était pourtant que le début des changements impressionnants qui allaient toucher les Anglais pendant la guerre. Mais si Hitler comptait casser ainsi le moral des Anglais, il allait vite apprendre qu'il en fallait plus pour entamer leur ténacité. Il était assez prévisible que la situation allait se détériorer au fur et à mesure du déroulement de la guerre, entraînant une diminution encore plus sévère des importations. Le gouvernement britannique incita donc chaque homme et femme du pays à faire pousser sa propre nourriture, même si cela signifiait que les pelouses, les terrains de sport et même les jardins publics devaient se transformer en potagers. Les fleurs étaient remplacées par des choux. Les hommes politiques exhortaient les citoyens à jardiner. La surface du territoire britannique utilisée pour des productions alimentaires augmenta de 80%. Discours de Lord Woolton. Êtes-vous prêt à aider l'Angleterre à gagner la guerre sur le front alimentaire? Si vous arrivez à produire l'essentiel de ce que vous mangez chez vous, si vous faites pousser des légumes sur chaque morceau de terrain que vous pouvez trouver, si vous ne mangez que ce dont vous avez besoin pour vivre et non pas ce que vous aimez manger, eh bien, vous nous aidez à gagner la guerre.
Des affiches fleurissaient sur tous les murs, des stations de métro au bureau, encourageant tout le monde à planter pour la victoire et autres slogans. Mais bien que la production de nourriture locale augmentât, il devenait évident qu'après des décennies d'exode rural vers le travail en usine, l'Angleterre manquait d'agriculteurs. 50 000 travailleurs, pour la plupart des hommes, étaient recrutés par l'armée. Il était temps que les femmes d'Angleterre prennent leur part. L'armée dite Women's Land fut rapidement mobilisée pour maintenir l'activité des fermes britanniques. C'était un tournant pour les femmes du XXe siècle, car elles abandonnaient leur rôle traditionnel au sein de la société pour assumer des métiers généralement réservés aux hommes. Au fur et à mesure de l'avancement du conflit, elles allaient être recrutées par les usines et même par l'armée, l'aviation ou la marine, et devenir ainsi aussi actives que leurs pères, maris et fils qui combattaient pour le roi et le pays. Tandis que les Anglais étaient surtout préoccupés par le fait de survivre avec des rations réduites tout en préparant la guerre, la menace nazie était bien plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Les matières premières de Scandinavie n'étaient pas les seules priorités d'Hitler. Car à l'ouest de l'Allemagne, et donc facilement à portée de la France, se trouvait ce que le Führer avait décrit comme le talon d'Achille du Troisième Reich, la vallée de la Ruhr. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, la France avait occupé ce territoire, dont la production de charbon, de fer et d'acier avait fait la région la plus riche d'Allemagne. L'occupation de la Ruhr par les troupes françaises avait contribué à la catastrophe économique qui avait touché l'Allemagne à la fin des années 20. Bien que les troupes françaises aient quitté la Rhénanie depuis plus de 10 ans, en 1936, Hitler avait intimé l'ordre à ses troupes d'entrer dans cette zone pour la sécuriser. La guerre dépendait de la possession de la Ruhr et l'une des plus grandes craintes d'Hitler était qu'on la lui enlève une fois de plus. Dans un discours assez proche, il prévint « Si l'Angleterre et la France traversent la Belgique et la Hollande en direction de la Ruhr, nous sommes en très grand danger. » En conséquence, il était prêt à l'action, déclarant « Je vais attaquer la France et l'Angleterre au moment le plus favorable et le plus tranquille. » Passer outre la neutralité de la Belgique et de la Hollande n'est pas un problème. Personne ne nous demandera de compte quand nous aurons gagné. Ce qu'Hitler proposait était en fait un plan de bataille déjà appliqué lorsque les troupes allemandes avaient envahi la Belgique 2 décennies plus tôt, pendant la Première Guerre mondiale. Mais le résultat de cette tactique avait été assez peu satisfaisant, selon le point de vue d'Hitler. Il avait combattu dans les tranchées pour sa patrie d'adoption, et il avait été bouleversé par l'humiliation infligée à l'Allemagne lorsque les pays de l'Entente avaient été victorieux. Animé par un désir de revanche, Hitler se préparait à envoyer son armée en Belgique pour réussir ce qu'il espérait depuis l'armistice de 1918. Avec la peur grandissante de perdre la précieuse vallée de la Ruhr, Hitler ordonna de conquérir les Pays-Bas sans préavis pour empêcher la France de les occuper en premier. Une occupation nazie en Hollande et en Belgique pouvait assurer le succès d'une campagne aérienne et maritime de longue haleine contre la Grande-Bretagne, une nation que craignait Hitler. Le Premier ministre Chamberlain, qui hésitait toujours à s'engager, n'inquiétait pas le Führer. Il n'en allait pas de même du premier lord de l'amirauté, Winston Churchill. Hitler comptait sans aucun doute sur l'effet de surprise. Mais pendant que l'Angleterre continuait à surveiller et à attendre, les plans allemands allaient être découverts d'une façon incroyable.
Le 10 janvier 1940, un avion de reconnaissance allemand décollait de Berlin avec les plans d'invasion d'Hitler à bord et se dirigeait vers Cologne pour une réunion. L'avion ne devait jamais arriver à destination et son sort allait changer le déroulement de la guerre. Perdu dans le brouillard, le pilote rata la Meuse qui coule de la Belgique jusqu'au Rhin. Lorsque l'avion se retrouva en difficulté, il était à des kilomètres de son itinéraire, forcé d'atterrir en catastrophe dans les alentours de Mechelen, en Belgique. Après que les 2 officiers qui étaient à bord furent sortis de l'épave, les gardes-frontières belges découvrirent des documents et les remirent au service de renseignement. C'est ainsi que des plans d'une attaque par la Belgique et la Hollande furent découverts. En quelques heures, cette information capitale fut analysée par les responsables militaires et politiques. Une fois informé des plans d'Hitler, le roi Léopold III de Belgique téléphona immédiatement à la reine de Hollande en utilisant la phrase codée « Soyez prudente, la météo est menaçante ». Puis il dit à la grande-duchesse de Luxembourg « Méfiez-vous de la grippe ». Ces mots étranges l'avertissaient d'une attaque allemande imminente. Plus important, il en informa sans délai le commandant en chef français Maurice Gamelin, qui rassembla son état-major afin de prendre une décision. Bien qu'il existe encore des doutes sur la validité de ces documents, qui pouvaient très bien être une tentative d'intox, Gamelin décida qu'il s'agissait d'une opportunité parfaite pour mettre la pression sur la Belgique neutre, afin d'autoriser l'armée française à pénétrer dans le pays. Bien sûr, les Français, comme Hitler l'avait anticipé, avaient l'intention de mener une offensive contre l'Allemagne dès qu'ils auraient atteint une puissance militaire suffisante. Juste quelques jours avant la date prévue de l'attaque allemande, Gamelin ordonna aux 1e et 3e armées d'avancer vers la frontière belge. La nouvelle arriva chez Lord Gort, le commandant de la force expéditionnaire britannique déjà stationnée en France et prête à combattre. En Allemagne, l'information selon laquelle les documents étaient tombés entre les mains ennemies était parvenue à Berlin. Hitler était furieux et releva de leurs fonctions ceux qu'il considérait responsables de ce désastre, tandis que son chef des opérations, le général Alfred Jodl, jugea la situation catastrophique. Les Belges avaient pourtant bien manœuvré en masquant l'étendue de leur découverte. Les Allemands n'avaient aucune idée de qui était véritablement entré en possession de ces documents et si ces informations étaient vraiment entre les mains de l'ennemi. Pourtant, des complications apparaissaient dans le camp des Alliés. En échange de l'autorisation des troupes françaises et anglaises de franchir leurs frontières, les Belges désiraient des garanties qu'en cas de guerre, l'intégrité de leur territoire et de leurs colonies en Afrique serait protégée et qu'ils recevraient une aide financière. Si le Premier ministre français Daladier s'empressait de confirmer ces garanties, le gouvernement britannique, lui, n'y était pas prêt. Le temps se dégradait en Belgique. Un épais tapis de neige recouvrait maintenant la zone frontalière. Il semblait impensable que les Allemands puissent passer à l'attaque. Et comme le prince Léopold, militant de la neutralité, recevait la réponse des Anglais, il opta pour une nouvelle stratégie. Il ordonna aux troupes belges de laisser les obstacles sur la frontière et de repousser toute unité ennemie qui tenterait de violer le territoire belge, quelle que soit sa nationalité. Gamelin était furieux et insista auprès de Daladier afin qu'il force les Belges à faire face à leurs responsabilités. Mais la Belgique demeura neutre. En Allemagne, Jodl était surpris de constater que les Alliés avaient soudainement été mis en alerte et il comprit que les Belges avaient probablement eu accès au plan d'invasion capturé à Mechelen.
L'effet de surprise avait été perdu. Et le 16 janvier, Hitler fut persuadé qu'il allait devoir repousser l'invasion. Pour le moment du moins, la drôle de guerre continuait. L'incident de Mechelen fut loin d'être un désastre total pour les nazis, puisqu'ils savaient désormais comment les Alliés allaient réagir. Hitler insista pour qu'on dresse de nouveaux plans d'attaque, et ses généraux les plus expérimentés commencèrent à programmer de nouvelles offensives. Elle prévoyait non seulement des mouvements par le nord, mais le passage du gros des troupes par le sud à travers la forêt des Ardennes. Ce plan, baptisé la coupe à la faucille, allait voir l'écrasement de toute résistance alliée et conduire inéluctablement à la chute de la France. Du côté allié, l'état-major se satisfaisait de constater que le danger s'était éloigné et que l'attention s'était déplacée de la frontière belge aux événements de Finlande. Après la désastreuse défaite russe en janvier, Staline avait démis puis fusillé la plupart des commandants responsables et confié toute l'opération au maréchal Semyon Timoshenko. La Finlande devait être battue à n'importe quel prix, et d'importants renforts reçurent l'ordre de marcher sur la Carélie occidentale. Une armée soviétique forte d'1 million d'hommes commença à avancer avec le soutien de l'aviation. Début février, les Finlandais étaient sous le feu des Russes qui commençaient une campagne de bombardement dont l'objectif était de détruire des cibles autant civiles que militaires. L'émotion était grande dans le monde entier concernant le sort des Finlandais. Et un politicien anglais, Anthony Eden, condamna les attaques soviétiques en ces termes. Non seulement la Russie, mais aussi l'Allemagne portent une responsabilité terrible dans les événements qui se déroulent en Finlande. Hitler, Ribbentrop et leur politique ont rendu l'agression par Staline possible. Finalement, le 4 février 1940, à Paris, lors d'un conseil de guerre suprême, les Alliés mirent au point un plan pour envoyer une armée franco-anglaise en Finlande. Il restait toutefois le problème de la neutralité de la Norvège et de la Suède. Des troupes étaient prévues pour débarquer dans le port norvégien de Narvik et devaient rejoindre la Finlande par la Suède en sécurisant les voies d'approvisionnement. Pendant que les politiciens alliés délibéraient, les Finlandais, eux, étaient presque à court de munitions. Les Soviétiques, grâce à des barrages d'artillerie, s'efforçaient d'écraser leur position défensive. Le 14 février, les Finlandais finirent par se retirer. Les Allemands, qui continuaient à peaufiner leur plan d'attaque pour l'invasion de la France, observaient attentivement les événements en Scandinavie. Les choses bougèrent lorsqu'un pétrolier, le Altmark, arriva dans les eaux norvégiennes. À bord se trouvaient plusieurs centaines de prisonniers, des marins dont les navires avaient été coulés dans les mois précédents. Malheureusement, les inspecteurs norvégiens ne purent examiner la cale et autorisèrent le navire à franchir la passe. Mais un avion anglais le repéra et donna l'alerte. La marine anglaise entra en action et l'un de ses navires, le Cossack, se lança à sa poursuite. Le 16 février, la Royal Navy parvint à prendre le navire allemand à l'abordage et après un combat au corps à corps, l'équipage fut mis hors de combat. Après des mois de captivité, les marins anglais furent libérés et, en dépit du glacial climat norvégien qui les attendait, ils se réjouissaient de quitter leur prison flottante. Ils repartirent rapidement en mer
Et le lendemain, le HMS Cossack rentra dans un port écossais, les marins alignés sur le pont. La marine avait remporté une victoire rare dans ces mois de drôle de guerre, mais elle allait inciter les Allemands à franchir un pas de plus vers la domination complète de l'Europe occidentale. Hitler avait été averti que les Anglais n'avaient aucune intention de respecter la neutralité norvégienne. Et 2 jours après le sauvetage, il fit de l'invasion de la Norvège et du Danemark, nom de code Opération Weserübung, une priorité. En conséquence, l'invasion de la France attendrait un peu. Cette violation flagrante des eaux territoriales d'un pays neutre eut d'autres répercussions, rendant les Norvégiens furieux, si bien que lorsque les Alliés demandèrent l'autorisation de transiter pour apporter de l'aide à la Finlande, le 2 mars, elle fut refusée. Le roi de Suède était également concerné, craignant que son pays devienne un champ de bataille entre les Allemands et les Alliés. Il refusa à ces derniers l'autorisation de transiter afin de venir en aide aux Finlandais. En dépit des promesses d'assistance des Alliés, il était évident pour le commandant finlandais Mannerheim qu'avec ses pertes en hommes et sa consommation de munitions, plus l'aide tarderait à arriver, plus les pertes pour sa nation seraient lourdes. À la date du 5 mars, les Soviétiques avaient avancé de 10-15 km au-delà de la ligne Mannerheim et étaient entrés dans les faubourgs de Viipuri. Pour la Finlande, il n'y avait plus d'intérêt à poursuivre la lutte, et ils admirent leur défaite le 12 mars, signant un traité de paix et cédant d'importants territoires. Les troupes furent évacuées, et des milliers de civils commencèrent un long voyage vers de nouvelles vies. Des barbelés marquaient les limites entre la Finlande et la Russie. Et Churchill, furieux, écrivit « Maintenant la glace va fondre et les Allemands seront les maîtres du Nord ». Churchill avait encore raison à propos d'Hitler et des dangers auxquels le monde allait devoir faire face. Mais comme premier lord de l'amirauté, en dépit d'être bien informé, il n'avait aucun pouvoir. Le Premier ministre Chamberlain hésitait toujours à faire face à Hitler, mais la confiance que le public lui accordait déclinait. Le Premier ministre français, Daladier, avait aussi rencontré un échec dans sa volonté de soutenir la Finlande. Il fut obligé d'y renoncer. Ce qui se passait en Finlande était extrêmement grave pour les Alliés, tandis que les événements en Europe et en Scandinavie s'accéléraient. De l'autre côté de l'Atlantique, les Américains attendaient avec crainte la suite des événements. À cette époque, les relations étaient plutôt tendues entre le président américain et le Premier ministre anglais. Franklin Delano Roosevelt faisait pourtant beaucoup d'efforts pour renforcer les liens entre les deux nations. Quelques mois avant le déclenchement de la guerre, il avait invité le roi George VI et la reine Élisabeth à effectuer une visite d'État, et celle-ci avait certainement participé à améliorer les relations. Mais les préoccupations de Roosevelt concernant l'activité d'Hitler en Europe dépassaient les sentiments cordiaux envers la Grande-Bretagne. Il redoutait que le conflit européen génère un ordre nouveau qui ne serait pas en faveur des intérêts américains. Roosevelt décida de l'envoi d'un représentant en Europe, Sumner Welles, chargé d'étudier ce qu'il était possible d'envisager pour maintenir la paix avant que la drôle de guerre ne se transforme en conflit généralisé. La première destination de Sumner Welles fut l'Italie, à la fin de février, où il tenta de dissuader Mussolini d'entrer en guerre aux côtés des Allemands. Le ministre des Affaires étrangères, qui était aussi le gendre de Mussolini, détestait ouvertement les Allemands,
et donna à Wells des raisons d'espérer que les Italiens accepteraient de rompre leur alliance avec Berlin. Mais Mussolini, loin de vouloir s'écarter de ses amis allemands et animé par son désir de recréer l'Empire romain, n'était pas enclin à opter pour une solution pacifique. Le 10 mars, Wells avait rejoint Londres, où il eut un certain nombre de réunions avec d'importants hommes politiques, ainsi qu'une audience avec le roi George VI et le Premier ministre. Wells fut surpris de la peur que Chamberlain montrait des Allemands, alors que sa politique était toujours d'éviter la guerre. Il fut rassuré par le fait que le Premier ministre espérait apaiser Berlin par des concessions coloniales en Afrique. Il fit une visite à l'Amirauté pour rencontrer Winston Churchill, mais ce fut un autre son de cloche. Pour Churchill, la seule voie à suivre était de combattre jusqu'au bout. Il rejetait catégoriquement toute solution de paix, car il avait à cœur l'élimination de Herr Hitler. Et le jugement de Winston Churchill ne pouvait mieux tomber. En effet, pendant la visite de l'émissaire américain, des bombardiers allemands avaient traversé la mer du Nord jusqu'à la côte écossaise, où la flotte anglaise avait jeté l'ancre en secret à Scapa Flow. Le 18 mars, une centaine de bombes furent larguées en 25 minutes, touchant plusieurs navires, blessant de nombreux marins et tuant un homme, le premier civil tué sur le sol britannique pendant la Seconde Guerre mondiale. Les pilotes de la RAF entrèrent alors en action et volèrent vers l'Allemagne en représailles. La drôle de guerre continuait et les espoirs de paix de ceux qui vivaient en Europe s'éloignaient. Volant au-dessus du territoire ennemi, la RAF attaqua la base aérienne sur l'île de Sylt. Les dommages qui y furent causés furent minimes, mais il était clair que la paix souhaitée par Roosevelt devenait utopique. En fait, le jour même où ces raids aériens avaient lieu sur les sols allemands et anglais, Hitler était en discussion dans les Alpes austro-italiennes avec Mussolini. C'était leur première rencontre depuis Munich en 1938, et contrairement aux espoirs américains de voir l'Italie refuser son assistance à l'Allemagne, Mussolini informa Hitler qu'il était désormais prêt à rejoindre celle-ci et ses alliés dans la guerre contre l'Angleterre et la France au moment décisif. Toutes les tentatives de paix avaient été menées en vain. La scène politique devenait de plus en plus chaude. La France et la Grande-Bretagne envisageaient l'invasion de la Norvège et de la Suède pour priver l'Allemagne d'approvisionnement en fer. Le 28 mars, le Conseil suprême de guerre franco-anglais décida de commencer à miner les eaux norvégiennes. Mais il était déjà trop tard. Hitler avait donné ses ordres et les navires allemands étaient déjà en route. La drôle de guerre était sur le point de connaître une fin brutale. Et la bataille allait réellement commencer. Au printemps 1940, on comprit que le conflit à venir serait long, violent et dramatique. Tous les espoirs de paix avec Adolf Hitler avaient échoué. Et alors qu'il rassemblait autour de lui ses partenaires des forces de l'Axe, une guerre générale était devenue inévitable. Ce qui s'était passé auparavant en Autriche, en Tchécoslovaquie et en Pologne avait irréversiblement changé le cours de l'histoire. Le temps de l'attente et de l'observation sur le théâtre d'opérations européen était clos. Maintenant, les lignes de combat futures étaient tracées. Épisode 3. La France à genoux.
et constituèrent de véritables pièges mortels. Lorsqu'ils les traversaient, les Soviétiques, avec leurs uniformes sombres, étaient des cibles très visibles, et les troupes de la Home Guard finlandaise, qui comptaient de nombreux tireurs d'élite, les mirent hors de combat un par un. Simo Häyhä fut le tireur d'élite le plus efficace de l'histoire de cette guerre, avec plus de 500 victimes à son actif. Les Finlandais, manquant d'armes anti-chars sophistiquées, improvisèrent des bombes à essence, selon le principe du cocktail Molotov, d'après le nom d'un ministre des Affaires étrangères russe. Elles s'avérèrent très efficaces puisqu'elles permirent de détruire presque 2000 chars pendant ce conflit. Face à une si rude opposition, l'armée rouge fut forcée de battre en retraite, restant ainsi une proie facile pour les troupes finlandaises à ski. Souffrant des basses températures, les troupes russes se trouvèrent divisées en groupes isolés. Quand ils se rassemblaient autour de feux pour se réchauffer, ils étaient encerclés et éliminés. Les forêts enneigées, les lacs et les routes de Finlande furent littéralement jonchés de corps de soldats russes gelés. Le 8 janvier, la défaite des Russes au cours de la bataille de Suomussalm était consommée. La Finlande n'avait pas seulement remporté une victoire décisive, mais avait également réussi à s'emparer des chars et des munitions que les Russes avaient abandonnés. Cependant, ce n'était qu'une bataille dans le déroulement d'une guerre violente. Les Finlandais n'allaient pas pouvoir tenir beaucoup plus longtemps sans l'assistance des Alliés. En Angleterre et en France, l'émotion était à son comble pour ces courageux Finlandais. Et même aux USA, pourtant attachés à leur neutralité, nombreux étaient ceux qui les soutenaient et désiraient leur apporter de l'aide. Une poignée de volontaires partis même combattre à leur côté. Tandis que la guerre d'hiver continuait, Hitler craignait de voir les Alliés venir à l'aide des Finlandais et redoutait que des soldats anglais et français s'aventurent aussi près des zones de combat. La Finlande était un peu trop proche de la Suède et de la Norvège, pays neutres mais qui étaient d'une importance vitale pour la machine de guerre nazie en raison de leurs mines de fer. Si les Alliés décidaient d'envoyer des troupes en Finlande, ils n'auraient aucune difficulté ensuite à traverser ces deux pays et à bloquer les ports, portant un coup terrible à l'économie du Troisième Reich. Ils étaient envoyés en Allemagne pour travailler dans les usines, tandis que les enfants blonds aux yeux bleus et possédant d'autres traits aryens étaient arrachés des bras de leurs parents pour être élevés comme des Allemands, afin de devenir les enfants du Troisième Reich. Il ne faisait aucun doute que l'attaque déclenchée par Hitler contre la Pologne était une guerre d'anéantissement total. À la fin du conflit en 1945, près d'un cinquième des Polonais auront été tués. C'est le taux de victimes le plus élevé de tous les pays impliqués dans le conflit. 3 millions des Polonais qui furent tués étaient juifs. Alors que les forces nazies se concentraient plus à l'ouest, les événements en Pologne prirent un tour encore plus dramatique. Car les nazis ne furent pas les seuls à persécuter les Polonais. L'ouest de la Pologne étant sous le joug de l'occupation allemande, à l'est, ses citoyens devaient faire face à la menace de l'invasion russe. À la différence des combats précédents, l'armée rouge ne rencontra initialement qu'une très faible résistance, conséquence de l'efficacité de la propagande pro-soviétique des Ukrainiens, des Biélorusses et des communistes du pays. Ceux-ci étaient convaincus que les Soviétiques étaient là pour leur bien, et ils accueillirent les envahisseurs à bras ouverts. Dans la confusion, beaucoup de Polonais crurent que les soldats russes venaient pour combattre les nazis, mais rapidement il devint plus évident qu'en dépit de leurs différences, les Allemands et les Soviétiques œuvraient de concert. Les Polonais allaient souffrir autant des mains russes que des mains allemandes.
En août 1939, l'Union soviétique avait signé un pacte de non-agression avec Hitler qui assurait qu'en cas de conflit, les Russes resteraient en bons termes avec les nazis. Mais il existait un protocole secret qui ne sera découvert qu'après la fin de la guerre, qui révélait que Staline et Hitler avaient fait des plans pour se répartir l'Europe de l'Est et se partager le butin. En compensation de l'aide de Staline pour la conquête de la Pologne, Hitler laissait les autres pays de l'Est aux soviétiques. Les Russes étaient autorisés à occuper l'Estonie, la Lettonie et la Lituanie sans opposition de la part de l'Allemagne, tout en s'emparant de territoires. Un an plus tard, la Suède perdait le tiers oriental de son territoire, où s'établit le Grand-Duché de Finlande, faisant partie de l'Empire russe. Il n'y eut que peu de changements pendant presque un siècle, jusqu'à ce que les nouvelles idées révolutionnaires s'inscrivent dans les consciences de millions de travailleurs russes et que les frontières de l'Empire commencent à trembler. Des millions de soldats russes mourant sur les champs de bataille de la Grande Guerre et de terribles pénuries alimentaires se faisant sentir à l'arrière du front, la révolution finit par éclater dans le pays en 1917. Rapidement, l'armée rouge, championne de la cause bolchevique, marcha dans les rues de Saint-Pétersbourg. Et il ne fallut pas bien longtemps pour que le régime des tsars et son puissant empire ne s'effondrent, plongeant le pays dans une sanglante guerre civile. L'onde de choc résonna dans tout le pays et affecta toutes les nations faisant partie de l'Empire. Tandis qu'en Russie, l'armée rouge et le communisme l'emportaient, lorsque la guerre toucha la Finlande, l'armée blanche qui soutenait la monarchie fut victorieuse. Lénine reprit les rênes du pouvoir de l'Union soviétique, émergeant des cendres de l'ancien régime. La Finlande devint un État indépendant et se libéra ainsi du joug de l'ancien régime russe. Il ne faisait aucun doute que les Soviétiques étaient toujours de dangereux adversaires, juste de l'autre côté de la frontière est de la Finlande. L'homme qui mena l'armée blanche de Finlande à la victoire, le baron Carl Gustav Emil Mannerheim, voulait même marcher jusqu'à Saint-Pétersbourg pour repousser les bolcheviks. Mais finalement, les Finlandais se contentèrent de construire d'importantes fortifications à proximité de la frontière soviétique, le long de ce qu'en hommage au baron, on appela la ligne Mannerheim. Celle-ci s'avéra vitale dans la défense de la Finlande quand la Seconde Guerre mondiale prit de l'ampleur. À la fin du mois de novembre 1939, les négociations entre la Finlande et l'Union soviétique s'éternisant, l'impatience de Staline arriva à son paroxysme et l'armée rouge reçut l'ordre d'attaquer. Le baron Mannerheim fut une fois de plus appelé à prendre le commandement, cette fois contre le général soviétique Meretsov, lequel avait promis, se termina brutalement lorsque le maître de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, ordonna l'invasion de la Pologne le 1er septembre. Un énorme chaos s'ensuivit, les chars traversant la frontière, écrasant tout ce qui se dressait sur leur passage, tandis que les bombes pleuvaient du ciel, ravageant les villes, terrorisant tous ceux qui tentaient de fuir sous ce déluge de fer.
Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent tués lors de cette attaque sans merci. Et bien que nombreux furent ceux qui combattirent courageusement pour défendre la capitale, Varsovie, le 17 septembre, alors que les armées soviétiques alliées des Allemands commençaient à envahir le pays par les frontières nord de la République polonaise, l'issue de la bataille était claire. La Pologne attendait en vain l'aide que l'Angleterre et la France avaient promise. Elle ne pouvait retarder plus longtemps l'inévitable occupation de son sol. Et le 6 octobre, alors que les nazis investissaient Varsovie, les Polonais ne pouvaient que se préparer à affronter leur peur. L'invasion de la République polonaise fut un événement qui changea la face du monde. L'Allemagne, une nation rendue amère par la pauvreté et la disgrâce consécutive à sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, était maintenant capable de s'emparer d'un territoire qu'elle considérait lui revenir de plein droit. L'ère glorieuse des empires français et britanniques touchait à sa fin, et tandis qu'Hitler lançait ses armées à travers l'Europe, il devenait évident que la puissance dévastatrice du Troisième Reich était en train d'ouvrir un nouveau chapitre ô combien effrayant de l'histoire du monde. Pendant que l'armée rouge et la Wehrmacht déferlaient sur l'Europe, il fallut un certain temps pour que les Alliés parviennent à affronter efficacement l'avancée inexorable de l'envahisseur. Et les mois de janvier à mars 1940 n'allaient être marqués que par de prudents mouvements et de timides manœuvres. Bien que ce plan, baptisé la coupe à la faucille, allait voir l'écrasement de toute résistance alliée et conduire inéluctablement à la chute de la France. Du côté allié, l'état-major se satisfaisait de constater que le danger s'était éloigné et que l'attention s'était déplacée de la frontière belge aux événements de Finlande. Après la désastreuse défaite russe en janvier, Staline avait démis puis fusillé la plupart des commandants responsables et confié toute l'opération au maréchal Semyon Timoshenko. La Finlande devait être battue à n'importe quel prix, et d'importants renforts reçurent l'ordre de marcher sur la Carélie occidentale. Une armée soviétique forte d'1 million d'hommes commença à avancer avec le soutien de l'aviation. Début février, les Finlandais étaient sous le feu des Russes qui commençaient une campagne de bombardement dont l'objectif était de détruire des cibles autant civiles que militaires. L'émotion était grande dans le monde entier concernant le sort des Finlandais. Et un politicien anglais, Anthony Eden, condamna les attaques soviétiques en ces termes. Non seulement la Russie, mais aussi l'Allemagne portent une responsabilité terrible dans les événements qui se déroulent en Finlande. Hitler, Ribbentrop et leur politique ont rendu l'agression par Staline possible. Finalement, le 4 février 1940, à Paris, lors d'un conseil de guerre suprême, les Alliés mirent au point un plan pour envoyer une armée franco-anglaise en Finlande. Il restait toutefois le problème de la neutralité de la Norvège et de la Suède. Des troupes étaient prévues pour débarquer dans le port norvégien de Narvik et devaient rejoindre la Finlande par la Suède en sécurisant les voies d'approvisionnement. Pendant que les politiciens alliés délibéraient, les Finlandais, eux, étaient presque à court de munitions. Les Soviétiques, grâce à des barrages d'artillerie, s'efforçaient d'écraser leur position défensive. Le 14 février, les Finlandais finirent par se retirer. Les Allemands, qui continuaient à peaufiner leur plan d'attaque pour l'invasion de la France, observaient attentivement les événements en Scandinavie. Utilisés pour protéger les immeubles les plus importants, on démonta les vitraux des églises
et on décrocha les peintures de la National Gallery. Les manuscrits inestimables du British Museum furent stockés dans des abris à l'épreuve des bombes. Il fallait aussi prendre en compte la population civile. De nombreux enfants avaient été évacués des villes anglaises en direction des campagnes, mais en janvier 1940, sans signe d'une menace imminente, les enfants revinrent chez eux. On pouvait se poser la question de savoir si une vraie guerre aurait un jour lieu contre Hitler et le nazisme. Bien qu'il n'y ait pas eu de combat direct, les Britanniques commençaient à sentir les effets de la guerre en Europe. La Grande-Bretagne importait 55 millions de tonnes de nourriture chaque année, et le gouvernement allemand pensait que s'il était possible de couper ces lignes d'approvisionnement, le pays serait vite mis à genoux. Les sous-marins allemands et les navires de combat attaquaient donc les navires marchands anglais depuis l'automne 1939. Et même avec le principe de navigation en convoi, il y avait de lourdes pertes. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erste Welle fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Des centaines de marins anglais durent évacuer leurs navires en train de couler pendant ces premiers mois de guerre, et ceux qui ne le pouvaient pas furent faits prisonniers. Cet affrontement allait devenir la campagne militaire la plus longue de la Seconde Guerre mondiale, et Churchill la baptisa la bataille de l'Atlantique. Les stocks de nourriture s'amenuisaient. Le gouvernement décida d'un rationnement qui fut décrété dans les premières semaines de janvier 1940. Chacun était muni d'un livret de rationnement. Les queues se formaient à l'entrée des magasins. Les gens attendaient patiemment leur tour pour recevoir leur ration de beurre, de bacon ou de sucre, pesée avec précaution. Les mois suivants, de plus en plus de produits furent rationnés, car les réserves fondaient, et les importations avaient diminué des 3/4 des quantités normales. L'occupation nazie en Hollande et en Belgique pouvait assurer le succès d'une campagne aérienne et maritime de longue haleine contre la Grande-Bretagne, une nation que craignait Hitler. Le Premier ministre Chamberlain, qui hésitait toujours à s'engager, n'inquiétait pas le Führer. Il n'en allait pas de même du premier lord de l'amirauté, Winston Churchill. Hitler comptait sans aucun doute sur l'effet de surprise. Mais pendant que l'Angleterre continuait à surveiller et à attendre, les plans allemands allaient être découverts d'une façon incroyable. Le 10 janvier 1940, un avion de reconnaissance allemand décollait de Berlin avec les plans d'invasion d'Hitler à bord et se dirigeait vers Cologne pour une réunion. L'avion ne devait jamais arriver à destination et son sort allait changer le déroulement de la guerre. Perdu dans le brouillard, le pilote rata la Meuse qui coule de la Belgique jusqu'au Rhin. Lorsque l'avion se retrouva en difficulté, il était à des kilomètres de son itinéraire, forcé d'atterrir en catastrophe dans les alentours de Mechelen, en Belgique. Après que les 2 officiers qui étaient à bord furent sortis de l'épave, les gardes-frontières belges découvrirent des documents et les remirent au service de renseignement. C'est ainsi que des plans d'une attaque par la Belgique et la Hollande furent découverts. En quelques heures, cette information capitale fut analysée par les responsables militaires et politiques. Une fois informé des plans d'Hitler, le roi Léopold III de Belgique téléphona immédiatement à la reine de Hollande en utilisant la phrase codée « Soyez prudente, la météo est menaçante ».
Puis il dit à la grande-duchesse de Luxembourg « Méfiez-vous de la grippe ». Ces mots étranges l'avertissaient d'une attaque allemande imminente. Plus important, il en informa sans délai le commandant en chef français Maurice Gamelin, qui rassembla son état-major afin de prendre une décision. Bien qu'il existe encore des doutes sur la validité de ces documents, qui pouvaient très bien être une tentative d'intox, Gamelin décida qu'il s'agissait d'une opportunité parfaite pour mettre la pression sur la Belgique neutre afin d'autoriser l'armée française à pénétrer dans le pays. Bien sûr, les Français, comme Hitler l'avait anticipé, avaient l'intention de mener une offensive contre l'Allemagne dès qu'ils auraient atteint une puissance militaire poussée toute unité ennemie qui tenterait de violer le territoire belge, quelle que soit sa nationalité. Gamelin était furieux et insista auprès de Daladier afin qu'il force les Belges à faire face à leurs responsabilités. Mais la Belgique demeura neutre. En Allemagne, Jodl était surpris de constater que les Alliés avaient soudainement été mis en alerte, et il comprit que les Belges avaient probablement eu accès au plan d'invasion capturé à Mechelen. L'effet de surprise avait été perdu, et le 16 janvier, Hitler fut persuadé qu'il allait devoir repousser l'invasion. Pour le moment du moins, la drôle de guerre continuait. L'incident de Mechelen fut loin d'être un désastre total pour les nazis, puisqu'ils savaient désormais comment les Alliés allaient réagir. Hitler insista pour qu'on dresse de nouveaux plans d'attaque, et ses généraux les plus expérimentés commencèrent à programmer de nouvelles offensives. Elles prévoyaient non seulement des mouvements par le nord, mais le passage du gros des troupes par le sud à travers la forêt des Ardennes. Ce plan, baptisé la coupe à la faucille, allait voir l'écrasement de toute résistance alliée et conduire inéluctablement à la chute de la France. Du côté allié, l'état-major se satisfaisait de constater que le danger s'était éloigné et que l'attention s'était déplacée de la frontière belge aux événements de Finlande. Après la désastreuse défaite russe en janvier, Staline avait démis puis fusillé la plupart des commandants responsables et confié toute l'opération au maréchal Semyon Timoshenko. La Finlande devait être battue à n'importe quel prix, et d'importants renforts reçurent l'ordre de marcher sur la Carélie occidentale. Une armée soviétique forte d'1 million d'hommes commença à avancer avec le soutien de l'aviation. Début février, les Finlandais étaient sous le feu des Russes qui commençaient une campagne de bombardement dont l'objectif était de détruire des cibles autant civiles que militaires. L'émotion était grande dans le monde entier concernant le sort des Finlandais. Et un politicien anglais, Anthony Eden, condamna les attaques. L'homme qui mena l'armée blanche de Finlande à la victoire, le baron Carl Gustav Emil Mannerheim, voulait même marcher jusqu'à Saint-Pétersbourg pour repousser les bolcheviks. Mais finalement, les Finlandais se contentèrent de construire d'importantes fortifications à proximité de la frontière soviétique, le long de ce qu'en hommage au baron, on appela la ligne Mannerheim. Celle-ci s'avéra vitale dans la défense de la Finlande quand la Seconde Guerre mondiale prit de l'ampleur. À la fin du mois de novembre 1939, les négociations entre la Finlande et l'Union soviétique s'éternisant, l'impatience de Staline arriva à son paroxysme et l'armée rouge reçut l'ordre d'attaquer. Le baron Mannerheim fut une fois de plus appelé à prendre le commandement, cette fois contre le général soviétique Meretsov, lequel avait promis à ses hommes qu'il serait à Helsinki, la capitale de la Finlande, en moins de 10 jours.
Mais alors que les généraux soviétiques finalisaient leurs plans et travaillaient à leur stratégie, ils ne pouvaient s'imaginer à quel point les combats contre les Finlandais allaient s'avérer difficiles. Sans tenue d'hiver et sans provisions pour une longue campagne, les troupes soviétiques marchèrent vers la ligne Mannerheim. Le second hiver le plus froid du siècle sévissait sur le nord de l'Europe. Bien que beaucoup moins nombreux que les Russes et mal équipés, les Finlandais étaient en revanche bien entraînés aux opérations hivernales. Ils réussirent à garder la main sur les opérations. Portant des tenues de camouflage adaptées et évoluant sur leur terrain enneigé, à ski, les troupes finlandaises disposaient d'un sérieux avantage, et les pertes soviétiques s'en ressentirent. Courant janvier, l'une des plus fameuses batailles de la guerre de l'hiver, la bataille de Suomussalm, touchait à sa fin. Venant du nord et du sud, 2 divisions russes avaient prévu de se rejoindre au village de Suomussalm avant de foncer vers l'ouest, vers la ville de Oulu, et de couper ainsi le pays en 2. Mesurant le danger de voir les Russes attaquer sur 2 fronts, les Finlandais résistèrent avec détermination. Les troupes à ski effectuèrent des manœuvres d'encerclement et parvinrent à isoler par surprise des unités de l'arrière-garde et du milieu de la division venant du nord. De surcroît, au sud, les lacs gelés constituèrent de véritables pièges mortels. Lorsqu'ils les traversaient, les Soviétiques, avec leurs uniformes sombres, étaient des cibles très visibles, et les troupes de la Home Guard finlandaise, qui comptaient de nombreux tireurs d'élite, les mirent hors de combat un par un. Simo Häyhä fut le tireur d'élite le plus efficace de l'histoire de cette guerre, avec plus de 500 victimes à son actif. Discours de Lord Woolton. Êtes-vous prêt à aider l'Angleterre à gagner la guerre sur le front alimentaire? Si vous arrivez à produire l'essentiel de ce que vous mangez chez vous, si vous faites pousser des légumes sur chaque morceau de terrain que vous pouvez trouver, si vous ne mangez que ce dont vous avez besoin pour vivre et non pas ce que vous aimez manger, eh bien, vous nous aidez à gagner la guerre. Des affiches fleurissaient sur tous les murs, des stations de métro au bureau, encourageant tout le monde à planter pour la victoire et autres slogans. Mais bien que la production de nourriture locale augmentât, il devenait évident qu'après des décennies d'exode rural vers le travail en usine, l'Angleterre manquait d'agriculteurs. 50 000 travailleurs, pour la plupart des hommes, étaient recrutés par l'armée. Il était temps que les femmes d'Angleterre prennent leur part. L'armée dite Women's Land fut rapidement mobilisée pour maintenir l'activité des fermes britanniques. C'était un tournant pour les femmes du XXe siècle, car elles abandonnaient leur rôle traditionnel au sein de la société pour assumer des métiers généralement réservés aux hommes. Au fur et à mesure de l'avancement du conflit, elles allaient être recrutées par les usines et même par l'armée, l'aviation ou la marine, et devenir ainsi aussi actives que leurs pères, maris et fils qui combattaient pour le roi et le pays. Tandis que les Anglais étaient surtout préoccupés par le fait de survivre avec des rations réduites tout en préparant la guerre, la menace nazie était bien plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Les matières premières de Scandinavie n'étaient pas les seules priorités d'Hitler. Car à l'ouest de l'Allemagne, et donc facilement à portée de la France, se trouvait ce que le Führer avait décrit comme le talon d'Achille du Troisième Reich, la vallée de la Ruhr. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, la France avait occupé ce territoire, dont la production de charbon, de fer et d'acier avait fait la région la plus riche d'Allemagne. L'occupation de la Ruhr par les troupes françaises avait contribué à la catastrophe économique qui avait touché l'Allemagne à la fin des années 20. Bien que les troupes françaises aient quitté la Rhénanie depuis plus de 10 ans,
En 1936, Hitler avait intimé l'ordre à ses troupes d'entrer dans cette zone pour la sécuriser. Vous aimez manger? Eh bien, vous nous aidez à gagner la guerre. Des affiches fleurissaient sur tous les murs, des stations de métro au bureau, encourageant tout le monde à planter pour la victoire et autres slogans. Mais bien que la production de nourriture locale augmentât, il devenait évident qu'après des décennies d'exode rural vers le travail en usine, l'Angleterre manquait d'agriculteurs. 50 000 travailleurs, pour la plupart des hommes, étaient recrutés par l'armée. Il était temps que les femmes d'Angleterre prennent leur part. L'armée dite Women's Land fut rapidement mobilisée pour maintenir l'activité des fermes britanniques. C'était un tournant pour les femmes du XXe siècle, car elles abandonnaient leur rôle traditionnel au sein de la société pour assumer des métiers généralement réservés aux hommes. Au fur et à mesure de l'avancement du conflit, elles allaient être recrutées par les usines et même par l'armée, l'aviation ou la marine, et devenir ainsi aussi actives que leurs pères, maris et fils qui combattaient pour le roi et le pays. Tandis que les Anglais étaient surtout préoccupés par le fait de survivre avec des rations réduites tout en préparant la guerre, la menace nazie était bien plus proche qu'ils ne l'imaginaient. Les matières premières de Scandinavie n'étaient pas les seules priorités d'Hitler. Car à l'ouest de l'Allemagne, et donc facilement à portée de la France, se trouvait ce que le Führer avait décrit comme le talon d'Achille du Troisième Reich, la vallée de la Ruhr. Après la défaite de la Première Guerre mondiale, la France avait occupé ce territoire, dont la production de charbon, de fer et d'acier avait fait la région la plus riche d'Allemagne. L'occupation de la Ruhr par les troupes françaises avait contribué à la catastrophe économique qui avait touché l'Allemagne à la fin des années 20. Bien que les troupes françaises aient quitté la Rhénanie depuis plus de 10 ans, en 1936, Hitler avait intimé l'ordre à ses troupes d'entrer dans cette zone pour la sécuriser. La guerre dépendait de la possession de la Ruhr et l'une des plus grandes craintes d'Hitler était qu'on la lui enlève une fois de plus. Dans un discours assez proche, il prévint: si l'Angleterre et la France traversent la Belgique et la Hollande en direction de la Ruhr, nous sommes en très grand. À l'automne 1939, la tranquillité relative dont l'Europe profitait depuis la fin de la Première Guerre mondiale se termina brutalement lorsque le maître de l'Allemagne nazie, Adolf Hitler, ordonna l'invasion de la Pologne le 1er septembre. Un énorme chaos s'ensuivit, les chars traversant la frontière, écrasant tout ce qui se dressait sur leur passage, tandis que les bombes pleuvaient du ciel, ravageant les villes, terrorisant tous ceux qui tentaient de fuir sous ce déluge de fer. Des milliers d'hommes, de femmes et d'enfants furent tués lors de cette attaque sans merci.
Et bien que nombreux furent ceux qui combattirent courageusement pour défendre la capitale, Varsovie, le 17 septembre, alors que les armées soviétiques alliées des Allemands commençaient à envahir le pays par les frontières nord de la République polonaise, l'issue de la bataille était claire. La Pologne attendait en vain l'aide que l'Angleterre et la France avaient promise. Elle ne pouvait retarder plus longtemps l'inévitable occupation de son sol. Et le 6 octobre, alors que les nazis investissaient Varsovie, les Polonais ne pouvaient que se préparer à affronter leur peur. L'invasion de la République polonaise fut un événement qui changea la face du monde. L'Allemagne, une nation rendue amère par la pauvreté et la disgrâce consécutive à sa défaite lors de la Première Guerre mondiale, était maintenant capable de s'emparer d'un territoire qu'elle considérait lui revenir de plein droit. L'ère glorieuse des empires français et britanniques touchait à sa fin, et tandis qu'Hitler lançait ses armées à travers l'Europe, il devenait évident que l'Allemagne. Mais en janvier 1940, sans signe d'une menace imminente, les enfants revinrent chez eux. On pouvait se poser la question de savoir si une vraie guerre aurait un jour lieu contre Hitler et le nazisme. Bien qu'il n'y ait pas eu de combat direct, les Britanniques commençaient à sentir les effets de la guerre en Europe. La Grande-Bretagne importait 55 millions de tonnes de nourriture chaque année, et le gouvernement allemand pensait que s'il était possible de couper ces lignes d'approvisionnement, le pays serait vite mis à genoux. Les sous-marins allemands et les navires de combat attaquaient donc les navires marchands anglais depuis l'automne 1939. Et même avec le principe de navigation en convoi, il y avait de lourdes pertes. Erstes Torpedo fertig machen zum Schuss. Erste Torpedo fertig. Feuer! Ah, schon wieder einer. Des centaines de marins anglais durent évacuer leurs navires en train de couler pendant ces premiers mois de guerre, et ceux qui ne le pouvaient pas furent faits prisonniers. Cet affrontement allait devenir la campagne militaire la plus longue de la Seconde Guerre mondiale, et Churchill la baptisa la bataille de l'Atlantique. Les stocks de nourriture s'amenuisaient. Le gouvernement décida d'un rationnement qui fut décrété dans les premières semaines de janvier 1940. Chacun était muni d'un livret de rationnement. Les queues se formaient à l'entrée des magasins. Les gens attendaient patiemment leur tour pour recevoir leur ration de beurre, de bacon ou de sucre, pesée avec précaution. Les mois suivants, de plus en plus de produits furent rationnés, car les réserves fondaient, et les importations avaient diminué des 3/4 des quantités normales. Ce n'était pourtant que le début des changements impressionnants qui allaient toucher les Anglais pendant la guerre. Mais si Hitler comptait casser ainsi le moral des Anglais, il allait vite apprendre qu'il en fallait plus pour entamer leur ténacité.